je vais inviter mon camarade Julien Moulard, directeur général adjoint du groupement d'intérêt public Europe des projets architecturaux et urbains. Et on va vous exposer un petit peu, enfin un petit peu beaucoup même, ce qu'on va chercher à tirer de l'expérimentation engagée pour la qualité du logement de demain autour justement de l'analyse économique des projets. Et puis, moi, je reprendrai la parole pour le compléter et vous présenter ce qu'on a d'ores et déjà fait au ministère de la Culture pour entrer dans cette matière pas si évidente pour des architectes. Vas-y, Julien. Merci Corinne, bonjour à toutes et tous. D'abord très heureux de contribuer à travers le programme engagé pour la qualité du logement de demain aux travaux de l'Observatoire, à la dynamique de l'Observatoire et notamment sur cette question de la chaîne de valeur. Alors, engagé pour la qualité du logement de demain, qu'est-ce que c'est en quelques mots pour celles et ceux qui ne connaissent pas déjà ce programme national? D'abord, c'est la mobilisation inédite des deux ministères, ministère de la Culture, ministère du Logement, mobilisation aussi des partenaires de ce programme, en particulier l'Ordre des architectes qu'on remercie fortement, l'USH, j'ai vu l'USH présent dans la salle, et puis un certain nombre de partenaires de toute la profession, mobilisés à la suite de plusieurs rapports, le rapport Pierre-René Lemas sur la qualité des logements sociaux, le rapport Girometti-Leclerc, sur le référentiel de qualité dans les logements, et une mobilisation inédite aussi dans un contexte de profond changement, profonde mutation dans le rapport des Français à leur logement, à la suite de la pandémie, mais aussi dans un contexte aussi d'un faisceau de contraintes, la contrainte écologique, la sobriété énergétique, sobriété foncière, et puis aussi la contrainte bien sûr de l'abordabilité, la contrainte des coûts. Et c'est dans ce faisceau de contraintes que des solutions naissent, des projets émergent, des innovations sont portées, notamment dans le cadre de ce programme où on a vraiment mis l'accent sur les innovations et les expérimentations. Alors concrètement, à la suite d'une phase d'appel à manifestation d'intérêt, on a 97 projets qui ont été retenus par un jury avec les deux ministères et un ensemble de participants à ce jury national. 97 projets qui sont accompagnés par l'ensemble des partenaires avec de multiples axes d'innovation, on y reviendra peut-être, tant sur les matériaux, l'utilisation des matériaux biogéosourcés, matériaux issus de réemploi, tant aussi sur le plan, le travail sur l'architecture, sur l'intérieur du logement, la brique logement, et aussi bien sûr sur la valeur environnementale et la sobriété énergétique des constructions. Ces innovations, ces expérimentations, en fait, pour nous, pour les ministères, pour le ministère de la Culture, finalement, elles rassemblent ce programme, une cohorte, un vivier en fait, de laboratoire, même de 97 projets, 97 équipes, 97 architectes aussi, et qui est pour nous tous un vivier important sur lequel on souhaite pouvoir s'appuyer, à la fois pour valoriser ces travaux qui sont menés, ces innovations, pour les diffuser et aussi pour capitaliser au plan national sur ce que ça nous dit, ce que ça nous dit de la chaîne de valeur, ce que ça nous dit de la place de l'innovation dans les projets urbains et architecturaux. Donc c'est le sens d'un programme de recherche et d'expérimentation qu'on a adossé à ce programme engagé pour la qualité du logement de demain. Donc il y a bien sûr l'accompagnement des équipes pour les aider à sortir les projets avec le plus haut niveau d'ambition. Et puis il y a à côté, autour, ce programme national de recherche et d'études, dans le cadre duquel le ministère de la Culture a souhaité qu'on puisse développer une étude transversale sur la chaîne de valeur. Donc sous votre impulsion, Corinne, l'idée elle est simple en fait, c'est de soulever le capot des projets. Donc on a la chance d'avoir ces projets qui sont souvent en phase préopérationnelle avec des acteurs tant en maîtrise d'ouvrage qu'en maîtrise d'œuvre qui ont vraiment envie aussi de s'impliquer et de participer à la réflexion nationale. Donc d'essayer d'ouvrir le capot ensemble et de voir par l'étude notamment des bilans, des jeux d'acteurs, des éléments de calendrier, de voir où se niche l'innovation, par qui elle est portée,
qui apporte cette ingénierie de l'innovation, l'ingénierie de la qualité du logement, l'ingénierie sur les matériaux aussi, et comment elle est rémunérée. En fait, c'est regarder la valeur ajoutée des différents acteurs aux différentes étapes de la chaîne de production de logement, en particulier bien sûr l'architecture. Voilà, la force de ces 97 projets qui seront un peu nos projets laboratoires, c'est leur diversité territoriale, diversité de maîtrise d'ouvrage, diversité aussi, c'est très important, de maîtrise d'œuvre, avec des très jeunes agences, des agences plus installées, qui feront pour nous une cohorte très intéressante à suivre et étudier. Cette étude, peut-être que tu le préciseras, Corinne, on est en train de la préfigurer. La préfiguration de cette étude était confiée à Ingrid Napi, qui est ici présente, que je remercie, à la suite de son travail, notamment de cette vidéo qui est chargée, je crois, aujourd'hui sur le site du ministère, que Ingrid avait produite il y a quelques mois. Avec bien sûr aussi le concours de l'AMIC, le concours de la MAF et de l'ensemble des partenaires de ce programme pour se mettre tous autour de la table de la chaîne de valeur pour voilà, essayer aussi d'objectiver les choses. Voilà en quelques mots sur ce programme. Oui, alors effectivement, dis donc, t'es grand. Les 97 projets nous ont semblé très intéressant pour re-questionner le rôle des architectes dans la production du logement en particulier, mais de l'architecture, avec des projets de toute taille, en neuf, en réhabilitation, dans des secteurs métropolitains ou dans des milieux ruraux, des projets quasiment individuels ou au contraire des gros ensembles de logements, où on voit, puisque l'intérêt de l'AMI, c'était aussi de produire un logement qui soit adapté aux gens qui allaient vivre dedans et pas que les gens s'adaptent à ce qu'on leur produisait, c'était quand même plutôt mieux. Et on voit très bien que dans ce cadre-là, le rôle des acteurs est redéfini. Le rôle de la collectivité, qui a un nouveau rôle, qui n'est pas forcément celui de la maîtrise d'ouvrage, mais qui a quand même une place assez importante dans tous ces projets-là. Le rôle des futurs usagers dans un certain nombre d'opérations, le rôle des architectes qui peut intervenir très en amont des projets, pendant, en accompagnement, après, enfin, il y a tout un tas de types de missions qui sont... C'est moi, désolée, qui fait de la musique. Il y a des missions qui apparaissent très clairement dans ce type dans tous les projets et qui ne sont aujourd'hui pas décrites, y compris celles des habitants d'ailleurs, hein, quand ils participent à l'élaboration du projet. Ces missions ne sont pas décrites, donc quand elles ne sont pas décrites, elles ne sont pas contractualisées, évidemment. Si elles ne sont pas contractualisées, elles ne sont pas payées. Mais en même temps, à partir du moment où elles se font, elles peuvent engager la responsabilité des uns et des autres. Donc, on s'est dit qu'il était très important de profiter de ce panel pour justement redécortiquer tout ça. Et c'est pour ça qu'on a souhaité constituer une sorte de trio, en fait, avec des gens qui ont des expertises complémentaires. Une expertise plutôt de type procédural avec l'AMIC, qui a été quand même la rédactrice de la loi maîtrise d'ouvrage public, donc qui a l'habitude de décortiquer des processus, de décrire les missions et les responsabilités des uns et des autres, d'interroger les questions aussi assurantielles, parce que dans les contrats aujourd'hui des architectes notamment, il y a tout un tas de situations qui sont induites dans le cadre du programme et qui sont soit des angles morts, en tout cas des zones très troubles en matière assurantielle, quand on intervient en accompagnement des occupants, par exemple, on est quand même dans une situation un peu limite au niveau assurantiel, et puis aussi au plan économique,
pour faire apparaître tout ce qui n'est jamais valorisé dans le cadre du calcul économique traditionnel. Alors, étant donné qu'il y a au moins une économiste dans la salle, j'espère que je ne vais pas dire trop d'âneries, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris de ce qu'elle nous disait. Dans le calcul économique d'une opération, on va regarder tout ce qui est facilement valorisable, que ce soit des crédits ou un sol ou un bâtiment ou des matériaux ou de l'énergie. Par contre, on ne regarde pas la valeur des prestations intellectuelles en tant que telles et on ne les valorise pas dans l'opération aujourd'hui. Or, ce qu'on voit très nettement dans toutes ces opérations un peu innovantes, mais aussi qui ont une vraie valeur, que ce soit en termes d'usage ou en termes écologiques, que ces prestations intellectuelles-là, et particulièrement celles des architectes, sont la condition même de la qualité de ces projets. Donc là, on a complété l'équipe MIC, donc assurance avec l'AMAF, avec Ingrid Nappi, au moins dans un premier temps, pour voir comment on pouvait aborder ce panel sous ce triple regard qui est complémentaire. L'idée étant derrière bien de changer ou en tout cas de permettre le changement de calcul de la rémunération et de la déconnecter du coût des travaux, puisque évidemment, plus vous allez faire des projets sobres en matériaux, plus vous allez y passer du temps, évidemment, parce que c'est plus compliqué, et moins vous serez payé, donc c'est quand même un peu paradoxal tout ça. Donc là, c'est bien ces questions qu'on voudra aborder dans le cadre de cette analyse de chaîne de valeur, et poser aussi la question du financement et du risque de l'innovation. Là, on est sur une opération particulière qui est particulièrement aidée pour tout ce qui est relatif à l'innovation. Mais si on veut généraliser, ce qui est quand même un peu l'objectif, enfin un peu beaucoup même l'objectif de l'AMI, il faut bien mettre au clair aussi, être au clair sur ce qui permet l'innovation, notamment en termes économiques, et à qui elle profite. Voilà, donc c'est une mission qui va démarrer là, début janvier avec ce trio et sous la double égide du GIP et de nous. Et je pense qu'on apprendra beaucoup de ces projets. Le risque pour nous, en tout cas, c'est qu'on ne s'intéresse qu'aux résultats et qu'on ne s'intéresse pas à ceux qui ont permis le résultat. Voilà. Et ceux qui ont permis le résultat, c'est la collectivité, l'architecte, le maître d'ouvrage, les usagers, parfois les entreprises, et qu'on s'y intéresse un peu pour redonner de la valeur à la valeur travail. Voilà. Donc, pour arriver à entrer dans cette matière compliquée et qui n'est pas forcément le fond de spécialité de beaucoup d'entre nous, on a demandé à Ingrid Nappi l'année dernière d'enregistrer une première leçon introductive à l'économie immobilière qui permet de comprendre le raisonnement économique des acteurs et la manière dont tout ça fonctionne. La leçon, elle a été filmée à l'école de Paris-la-Villette. Donc, merci aux techniciens vidéo d'avoir permis ce tournage. Et elle est finalisée là maintenant. On vous l'enverra ou on la mettra en ligne en même temps que l'enregistrement vidéo de la journée et que les présentations de la journée dans la semaine prochaine. Donc, elle est... On la transmettra aussi à l'ensemble des réseaux de l'architecture qui se signaleront pour une large diffusion. C'est pas très simple, enfin, c'est très clair, mais il vaut mieux l'écouter plusieurs fois pour retenir. Non, c'est très clair, c'est expliqué avec des mots très simples et très clairs, mais quand on n'est pas du tout habitué au raisonnement économique,
on se rend compte que c'est aussi une spécialité, quoi. Donc, on espère que cette leçon vous permettra aussi de mieux comprendre dans quel système financier vous vous trouvez. Et comprendre un système, c'est aussi le meilleur moyen de pouvoir intervenir dessus. Donc, voilà, on vous livre ça en tant que contribution du ministère à l'Observatoire de l'architecture pour tous ceux qui voudront s'y intéresser. Voilà.